vais maintenant appeler Aloïs Chiron, qui est éleveur en Vendée. Aloïs, bienvenue. Tiens, tu peux retirer ton masque si tu veux, je vais m'éloigner. Un, deux. Bonjour. Aloïs, donc, tu es éleveur porcin en Vendée, et de la même façon qu'on a vu ce matin un élevage bovin. Tu vas pouvoir nous expliquer un peu quelle est ta démarche. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et présenter ton GAEC? Donc, Aloïs Chiron, je viens de Vendée, pas loin de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour ceux qui peuvent connaître. Donc, c'est pas loin de la mer, qu'on peut voir dans le fond. Donc, on a une exploitation, donc on est 6 à travailler dessus, 3 associés, 3 salariés. On exploite à peu près 430 hectares de surface, dont 200 pour la culture, qui vont en autoconsommation par fabrique d'aliments. On a un atelier d'élevage bovin, 120 vélages à peu près en allaitant, 500 brebis en mouton vendéen, donc pareil en allaitante. Et puis on a un atelier porc de 180 truies naissant engraisseurs avec avec Choice, donc qui est une filiale du groupe Grimaud. Voilà, à peu près. Plus, j'en rajoute, depuis 2015, on a une unité de méthanisation sur l'exploitation. Alors justement, on va venir un peu à tes pratiques et surtout sur le porc pour le coup. Quand on s'est rencontrés, en fait, tu me décrivais un peu ce que tu pratiques dans ton élevage, et notamment les pratiques innovantes qui vont dans le sens des défis que l'on a vus ce matin. Donc ce matin, on a vu des défis autour de l'environnement, autour du bien-être animal, autour de l'attractivité des métiers avec de la performance, forcément, et puis en termes de santé humaine. Quelles sont les démarches que tu as entreprises, soit récemment, soit déjà depuis de nombreuses années, autour de ces défis? Alors, il y en a plusieurs. La première donc, a été mise en place par mon père dès le début, donc en 1992. Donc, ça a été l'arrêt des antibiotiques automatiques. Donc, on n'a pas, nous, aujourd'hui, moi, j'ai pas de retour spécifique. Maintenant, je sais que ça passe par on va dire, un statut sanitaire sain. C'est des mises en pratique dans l'élevage et voilà. Ouais, il y a 25 ans, c'était quelque chose de très innovant. Alors ça se répand de plus en plus, tant mieux. Même ça devient, on va dire, commun. Mais il y a 25 ans, c'était loin de l'être. C'est ça. Après, également, tu as des cases maternité liberté. Oui, donc depuis 2019, donc on est en mise bas, pas en mise bas liberté, mais on a des cases maternité liberté. Donc, c'est la méthanisation. Ça va arriver. Voilà. Donc, on a mis ça en place pour répondre un petit peu à l'avenir, donc qui allait nous obliger à y arriver. Donc, nous, nos maternités arrivaient à un stade où il fallait les renouveler, et on s'est posé la question de soit on continuait sur du traditionnel, donc nous on est équipé en cache-balance en plus, mais soit sur du traditionnel, soit sur de la liberté. Et donc, on a rencontré des éleveurs qui nous expliquaient un petit peu leur fonctionnement, ce qui nous a plu. Donc, on s'est lancé. Ça a permis de nous améliorer un petit peu nos résultats. On a des meilleurs aplombs sur les animaux, des meilleurs retours techniques, on va dire. Après, bon, il y a des petites contraintes supplémentaires, c'est que ça fait un petit peu plus de surface à s'occuper. Et en termes de pratique d'élevage, tu me disais également que suite à la mise en place de cette pratique, tu avais aussi dû revoir ton management de troupeau par rapport à ça. Oui, oui, on manœuvre pas des animaux. Parce qu'on a, en fait, on a encore une partie qui est en cage traditionnelle et une partie qui est en cage de liberté. Et donc, on manœuvre pas les animaux de la même manière. Donc, on est obligé de revoir un petit peu le protocole de fonctionnement. Par exemple, on va sevrer les animaux un petit peu plus tôt pour qu'il y ait un retour en chaleur qui soit cohérent par rapport à la date de mise bas prévue. Qu'est-ce qu'on a pu faire de plus? On va libérer les animaux, par exemple. Au début, on libérait tous les animaux au même moment. Là, on va en libérer en fonction de leur mise bas, leur date de mise bas, et on va les libérer au bout d'une semaine. On ne les libère pas tout de suite. L'avantage, c'est que... Enfin, c'est pas un avantage, mais ça permet d'éviter les écrasements. Quand ça fait un petit peu comme les Black Friday, quand on libère tout le monde, c'est la cohue. Donc, ça évite les attroupements. Voilà. Oui, donc quand on met en place ce type de pratique, on se doit aussi de remettre en question la façon dont on manage les animaux, adapter, modifier,
et puis certainement tester et petit à petit trouver la bonne façon de faire. C'est ça. Après, c'est la nature même de l'élevage. Il faut toujours se remettre en question et chercher l'optimum. Également, une autre pratique que tu me décrivais et qui est intéressante, c'est l'alimentation de précision. Oui, donc du coup, quand on a choisi ces maternités-là, on a décidé de partir sur l'alimentation de précision. Donc on est équipé, nous, aujourd'hui, du système Spot Mix de chez Shower. Donc c'est une alimentation qui va distribuer au gramme près l'aliment. Donc ça permet en fait d'optimiser au maximum les performances des animaux et aussi par rapport à leur stade, enfin en fonction de leur stade physiologique et en fonction de leurs besoins. Tous les animaux, c'est comme les êtres humains, n'ont pas les mêmes besoins naturellement. Et donc, meilleure performance à la fin en efficacité alimentaire. Meilleure performance. Économique également pour toi, forcément. C'est ça. Si on améliore si on améliore les performances, naturellement, économiquement, on s'en sort mieux. Et puis également, tu l'as dit au début, tu as mis en place un méthaniseur. Donc oui, on a mis en 2015. C'est un méthaniseur par cogénération. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu la méthanisation. Donc en gros, on utilise les gaz des effluents d'élevage pour produire, nous, de l'électricité par cogénération. Donc le gaz passe dans un moteur qui fait tourner c'est pas une turbine, mais j'ai plus le terme. Bref. Je ne vais pas t'aider. Et oui. Et du coup, on produit de l'électricité qu'on renvoie sur le réseau électrique. Donc c'est l'électricité dont tu te sers pour toi, non, tu la revends à EDF? Non, on est en contrat avec EDF pour la revente. Après, quand ça a été mis en place, on n'avait pas le droit à l'autoconsommation. Maintenant, si un jour ça va venir, on sera apte à le faire, à faire de l'autoconsommation. Dans tous les cas, tu la remets dans le réseau en énergie verte. Dans tous les cas, c'est ça. Et après, du coup, ça dégage. L'avantage aussi, c'est que ça dégage de la chaleur. Parce qu'un moteur, naturellement, c'est comme une voiture, dégage de la chaleur. Donc on utilise cette chaleur-là pour produire, pour maintenir le réseau d'eau chaude dans la méthaniseur et aussi pour chauffer la porcherie. Donc ce qui fait que ça diminue les coûts en électricité, les coûts en fuel aussi. Voilà. On voit que tu es avant-gardiste, beaucoup de pratiques. Tu n'attends pas que la législation soit en place pour pouvoir et t'imposes des choses pour les mettre en place. Tu me disais également qu'il y a d'autres choses que tu as testées et parfois arrêtées. Pour différentes raisons. Alors, il y a deux sujets que j'ai en tête. Les mâles entiers, donc l'arrêt de la castration. Donc, tu vas nous expliquer pourquoi tu as testé et pour le coup tu as arrêté. Et puis il y a également le plein air qui est un vrai sujet et tu as un avis là-dessus et tu vas pouvoir nous l'expliquer également. Alors au niveau des mâles entiers, là nous on a un petit peu rattrapé par le sujet parce que c'est à partir de l'arrêt de la castration, c'est à partir du 1er janvier. Mais toi, tu avais mis en place ça il y a longtemps déjà? Alors, on avait mis ça en place, nous on avait mis l'immunocastration. Nous on a arrêté parce que c'était un problème de filière, c'était des porcs qui étaient lourds, qu'on envoyait lourds dans l'est de la France et ils étaient arrivés à saturation au niveau de la quantité, donc nous on avait préféré arrêter et puis voilà. En fait, la filière n'était pas en place, grosso modo, pour absorber ça. Tu n'avais pas de débouché économique? Elle était en place, mais elle était arrivée à un surplus de production vis-à-vis de ses débouchés. Donc ils avaient revu le prix, ce qui nous était beaucoup moins intéressant, parce vu que c'était dans l'est de la France, nous on est de l'ouest, donc avec des coûts de transport, on arrivait à faire du port traditionnel, donc c'était moins intéressant. Et du coup, à partir de 2022, là, les choses ont changé? Les choses ont changé, donc l'arrêt de la castration, la castration, on va toujours continuer, mais sous forme d'anesthésie, ou après l'immunocastration. Ça dépend en fait des choix de la filière, des choix des abattoirs. Nous, on va continuer la castration normale. On ne sait pas encore sur ce qu'on va partir, parce qu'il y a plusieurs techniques. On n'a pas encore choisi. Il va falloir qu'on se dépêche du coup, mais. Tu sais que Choice a des animaux tout près pour toi sur. On espère, on les attend. Et sur le plein air, on en a discuté ensemble. Alors le plein air, nous on l'a jamais mis en place parce qu'on a un bâtiment qui est complètement fermé d'un point de vue déjà sanitaire. On peut le voir qui est tout en bas. Vu qu'on produit on est en multiplication, donc niveau sanitaire, on se doit d'être irréprochable. Donc déjà, c'est une limite par rapport à l'aspect plein air. Et puis après, chez nous, on est sur du caillebotis intégral, donc c'est-à-dire des fosses en dessous. Pour passer en plein air, ça va être très très compliqué à mettre en œuvre. C'est possible, mais faudra du temps. C'est de l'investissement conséquent et en fait,
Tu me disais, toi, tu n'as pas de problème avec le plein air, au contraire, bien sûr, mais pour ça, il te faut du financement, il faut que ça ait du sens, il faut que la filière s'en empare. C'est ça. Tu ne peux pas faire ça dans ton coin tout seul. Et puis après, c'est aussi une question de main-d'œuvre. Aujourd'hui, le monde agricole est en train d'évoluer. Il y a de moins en moins de main-d'œuvre. Le plein air ne se conduit pas comme un élevage traditionnel où nous, on a beaucoup d'automatisation. Sur du plein air, il y en a très peu où c'est en train de se développer. Donc, c'est à étudier aussi. Ça doit former un tout. C'est ça. Quels seraient tes conseils pour un éleveur débutant ou aguerri qui voudrait opérer des transformations comme tu l'as fait sur tes élevages, sur ton élevage, pour aller vers ce type de pratique qui coche les cases des défis que l'on a vus tout à l'heure? J'ai pas beaucoup de conseils. Je suis un jeune éleveur. Après, si j'ai un conseil à donner, c'est faut se renseigner. Ça vient pas tout seul. Faut aller chercher les informations. Faut se renseigner. Faut écouter. Faut apprendre. Voilà. Oui, tu me parlais beaucoup de ta curiosité du métier. Donc, c'est pas parce qu'on a des pratiques en place qu'il ne faut pas se remettre en question de manière constante. C'est ça. Et puis, aller voir d'autres éleveurs, d'autres pratiques, regarder ce qui se fait pour pouvoir être toujours à l'affût d'une chose qu'on puisse mettre en pratique dans son propre élevage et de l'échange avec les autres éleveurs dans les best practices, j'imagine. C'est ça, c'est tout à fait ça. On te remercie beaucoup, Aloïs. Merci.